Bonjour, ceci est la dernière vidéo pour le décodage de César. En effet, nous avons maintenant réalisé quasiment l'ensemble des fonctions qui vont nous permettre de réaliser dans cette vidéo le décodage automatique d'un texte qui avait été préalablement codé par César. Donc, je vais juste vous faire un bref rappel sur le sujet. Tout d'abord, rappelez-vous qu'un texte codé par César était juste une manière de réécrire les lettres, d'échanger les lettres. Pour décoder le texte, nous avions proposé l'algorithme suivant, consistant à calculer dans un premier temps la fréquence d'apparition de chaque lettre, puis de trouver la lettre qui avait la plus grande fréquence d'apparition. Imaginons que cette lettre soit le F. Comme en français, nous savons que la lettre la plus fréquente est le E, cela voulait dire que le E avait été envoyé sur le F. Cela est du moins vrai si le texte que l'on a en entrée est assez grand pour respecter ces règles de plus grand nombre. Donc si le F est le plus fréquent, cela veut dire que le E est envoyé sur le F, et donc pour décoder le texte, il suffit d'envoyer le F sur le E de manière réciproque. Et donc, nous aurons à réaliser ce décalage d'une lettre vers la gauche. Pour réaliser ces différentes opérations, nous utiliserons donc la méthode fréquence que nous avons vue préalablement. Nous avions vu comment calculer le minimum, le maximum est donc très similaire. Nous allons donc maintenant donner l'algorithme complet tout en réalisant la fonction de décalage et nous en calculerons aussi sa complexité. Ainsi, nous saurons s'il est possible de décoder des textes arbitrairement grands et à quelle vitesse notre algorithme fonctionnera. Nous réaliserons aussi des tests expérimentaux, à savoir que le programme que je vous donne, je l'ai programmé et je lui ai donné des textes de taille 10 000, 100 000, 1 million et j'ai tracé les différents temps pris par le programme pour faire le décodage automatique. Nous verrons ainsi si ces résultats expérimentaux corroborent ou non les résultats théoriques auxquels on est en droit de s'attendre, à savoir si la fonction est linéaire, nous pourrions nous attendre à avoir des résultats expérimentaux sous forme d'une ligne. Nous commenterons effectivement ces résultats à la fin de cet amphi. Donc voici le squelette d'un programme Java qui réalise ce décodage. Donc il est composé de différentes fonctions qui reflètent les différentes étapes du décodage. Donc nous avons une fonction décodage automatique qui va prendre en paramètre un texte et qui devrait nous renvoyer un tableau de caractères représentant le texte décodé. Cette fonction, nous allons l'écrire dans cette vidéo au fur et à mesure, mais si l'on se souvient des différentes étapes présentées lors de la vidéo d'introduction, je vais vous les rappeler brièvement ici. La première étape consistait à calculer la fréquence d'apparition des lettres, c'est-à-dire le nombre d'occurrences de chaque lettre. Si vous vous souvenez, cette opération a été réalisée lors de la vidéo 4 de cette semaine, et donc l'on dispose d'une fonction fréquence prenant en paramètre un texte et renvoyant un tableau d'entiers représentant dans la case 0 par exemple le nombre de A de ce texte, dans la case 1 le nombre de B et ainsi de suite jusqu'à la case 25 qui contient le nombre de Z. Une fois que l'on a la fréquence d'apparition des lettres, nous allons maintenant calculer la lettre la plus fréquente dans ce texte codé. Pour cela, nous avons réalisé la fonction minimum dans la seconde vidéo. Il est très facile de modifier cette fonction minimum pour trouver la fonction maximum. Et donc indice maximum prendra en paramètre un tableau de fréquence et nous renverra l'entier qui correspond au numéro de la case où se trouve le maximum dans le tableau des fréquences. Une fois que l'on a la fréquence maximum, eh bien il nous suffit de corréler cette lettre en disant que cette lettre la plus fréquente devrait être en théorie le E dans le texte d'origine, et donc cela va nous permettre de redécaler le texte et surtout de trouver le nombre de lettres avec lequel il faudra décaler le texte. La fonction décalage va réaliser ce décalage donné, à savoir qu'il prend en paramètre un texte, et elle prend un second paramètre qui est la destination, c'est-à-dire la lettre qui sera l'image de A. Si par exemple je vais décaler une lettre à gauche, comme destination je lui enverrai Z, car en effet, si je décale d'une lettre à gauche, le A doit être envoyé sur Z, donc dest vaudra Z. Cette fonction décalage devra réaliser le décalage de toutes les lettres du texte et renvoyer le nouveau texte décalé. Voilà les différentes étapes. Remarquez que l'on a déjà réalisé une moitié, il nous reste maintenant à regarder la seconde moitié. La première des fonctions à réaliser est la fonction qui va permuter les lettres, à savoir la fonction de décalage qui prend donc mon texte en entrée
et qui prend l'image de A comme second paramètre et qui va me décaler toutes les lettres du texte et renvoyer le nouveau texte décodé. Cette fonction va réaliser différentes étapes que je vais vous expliquer une par une. La première étape consiste à calculer le nombre de lettres du décalage. Donc si par exemple vous pensez que l'image de A c'est B, vous allez donc passer B comme caractère de destination et la première chose que je vais calculer, c'est me dire si A est envoyé sur B, ça veut dire que toutes les lettres doivent être décalées de un cran à droite, et donc c'est ce fameux nombre, donc décal va valoir 1, c'est-à-dire le nombre de lettres que je décale sur la droite. Si au contraire le décalage est censé être sur la gauche, on obtiendra des nombres plutôt grands. Imaginons que A doit être envoyé sur Z, alors dest moins A vaudra Z moins A, et donc il vaudra 25. Et on décalera donc de 25 lettres à droite, et on verra qu'en fait ça reviendra à décaler d'un cran à gauche, car on va tout travailler en modulo le nombre de lettres de l'alphabet, à savoir 26. Donc la deuxième partie, une fois que l'on connaît le nombre de lettres de décalage, c'est donc un entier positif, je vais pouvoir calculer maintenant le numéro de la lettre cible, c'est-à-dire appliquer ce décalage à chaque lettre de mon texte. Donc prenons par exemple la lettre texte de I, c'est-à-dire la ième lettre du texte. Je vais donc la décaler maintenant de décale lettre vers la droite. Donc pour ça, j'ai envie de dire, je vais faire texte de I plus mon décalage précédent, mais je n'obtiendrai pas le bon caractère, car en effet, imaginons que texte de I vaille Z, par exemple, texte de I plus décale, ça me ferait 4 lettres après Z, c'est-à-dire un caractère non alphabétique, et il faudrait que je revienne par le A. Donc afin de faire ce décalage, je vais déjà prendre le numéro de la lettre dans l'alphabet, à savoir texte de I moins A me donne le numéro de la lettre texte de I dans l'alphabet. Si texte de I égale B, cela vaut 1. Après, maintenant que je travaille sur des entiers, c'est-à-dire des numéros de lettres dans l'alphabet, je vais ajouter mon décalage, donc j'ajoute le décalage, et là, si je sors de l'alphabet, c'est-à-dire si je dépasse le chiffre 26, je vais revenir à 0, c'est-à-dire à la lettre A, et donc texte de I moins A plus décal pour 126 va me donner un nombre entre 0 et 25, qui va être le numéro de la lettre image de texte de I dans l'alphabet, en sachant que le A vaut 0. Une fois que j'ai ces numéros, je n'ai plus qu'à retrouver la lettre, et donc ajouter à A ce numéro, et je vais pouvoir retrouver ma lettre résultat, c'est-à-dire l'image de texte de I. Donc result de I égale car A plus K va donc me donner l'image de texte de I. Enfin, je remets ensemble ces différentes étapes, et voici la fonction décalage obtenue. Donc nous avons les 3 grandes étapes que j'ai remis bout à bout. Une fois que ces étapes ont été réalisées, mon texte a été recodé et je vais donc renvoyer le tableau résultat. Faites bien attention qu'il y a juste une légère petite différence ici. Donc les 3 étapes que l'on a vues commençaient par calculer le décalage, puis réaliser le décalage sur les textes de I. Ici, j'ai quand même vérifié que texte de I était bien une lettre minuscule. Rappelez-vous, précédemment, nous avons dit que nous possédions une fonction enlevier critique qui enlevait tous les accents du texte et mettait toutes les lettres en minuscules. Donc il nous reste soit des lettres minuscules, soit des espaces, soit de la ponctuation. Et donc ici, je vérifie simplement que texte de I soit bien entre A et Z, c'est-à-dire une lettre minuscule. Dans ce cas-là, j'effectue mon décalage. Et sinon, cela veut dire que c'est un symbole de ponctuation. Donc ici, j'ai gardé le symbole de ponctuation. Effectivement, dans un vrai texte, on pourrait aussi permuter ou coder les symboles de ponctuation. Ce n'est pas le cas dans mon exemple. Donc la fonction suivante que l'on va coder est la fonction indice maximum. Nous avons codé précédemment dans la seconde vidéo la fonction minimum. Cette fonction indice maximum y ressemble fortement avec quelques petites différences que je vous demande de noter. En effet, la fonction minimum que l'on a codée nous renvoyait la plus petite valeur contenue dans le tableau. Or ici, la fonction indice maximum est censée nous renvoyer non pas la plus grande valeur du tableau, mais le numéro de la case dans laquelle se trouve la plus grande valeur du tableau. Donc on procède autrement de la même manière, à savoir que l'on va parcourir le tableau case en case. Donc for i égale 0 est plus petit que la longueur de mon tableau i++, sauf que le test est le même. Si frec de i est supérieur à frec de 1, alors je vais retenir, donc au lieu de retenir cette fois la valeur de la case, je retiens le numéro de la case dans lequel va se trouver cette plus petite valeur. Donc si je trouve un nouveau maximum ici, je vais retenir ce nouvel indice en tant qu'indice de la case qui contient le maximum, et à la fin de cette fonction, je peux renvoyer cet indice. Maintenant, mettons ensemble toutes nos fonctions, ce qui va nous permettre de réaliser la fonction de décodage. Alors voici un texte exemple.
Donc on a un texte qui est déjà passé en minuscules, il ne possède donc que des lettres minuscules, des espaces et des symboles de ponctuation, et nous allons réaliser le décodage automatique de ce texte. Donc imaginons que notre variable texte vale le texte codé suivant. Ce codage suivant, la première partie est de trouver le nombre d'occurrences de chacune des lettres, soit le tableau suivant, donc le nombre de A, le nombre de B, le nombre de C. Donc cela nous est donné par la fonction fréquence, qui nous renvoie donc non pas un tableau indicé par des lettres, mais le tableau indicé, je vous rappelle, par des chiffres, c'est-à-dire que dans la case 0, nous avons 7, et il faut se souvenir que la case 0 représente le nombre de A. Donc 1 crochet frec égale fréquence de texte, nous avons donc maintenant la fréquence. Une fois que l'on a la fréquence, nous voulons chercher la case qui a la fréquence maximale, c'est-à-dire la lettre de fréquence maximum. Donc ici, c'est la case numéro 10. Donc la fonction indice maximum nous renverra la valeur 10, le maximum étant 18 occurrences de la lettre K. Une fois que l'on a cet indice, l'on sait que cet indice maximum, c'est-à-dire cette lettre K, devrait être envoyée pour décoder le texte sur la lettre E. Donc nous allons tout simplement calculer ce décalage. Or, ce que l'on cherche à avoir, on sait que K doit être envoyé sur E, mais la fonction de décalage que l'on a programmée 3 transparents précédemment prend en paramètre l'image de A. Donc on cherche finalement, si K est envoyé sur E, sur quelle lettre doit être envoyé A. Donc ce décalage, on sait que c'est 5 lettres, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lettres à gauche. Donc là, doit être envoyé 6 lettres à gauche, donc on revient effectivement en modulo 26 encore, ce qui explique que quand on calcule l'image de A, je vais donc faire image de A égale 4 moins 1, 10, mais s'il est négatif, il va falloir que je rajoute 26 pour revenir dans l'alphabet. Voilà, je réfléchissais simplement 2 secondes à cette petite formule, et vous verrez que c'est équivalent à faire un modulo. Le seul problème de la fonction modulo est qu'elle ne prend pas en compte les nombres négatifs. Donc le modulo est juste réalisé à la main ici. Voilà, une fois que l'on a l'image de A, maintenant nous pouvons appeler la fonction de décodage, ce qui nous donne la fonction finale décodage automatique suivante. Donc le calcul de fréquence, l'indice maximum, on calcule l'image de A, et puis ensuite on peut appeler la fonction décalage en prenant le texte, puis comme image, l'image que l'on vient de calculer dans image de A. Si vous appliquez cette méthode automatique à notre texte, vous obtenez le texte décodé suivant, bien connu de tout le monde maintenant. Alors, nous allons commencer par calculer la complexité de cette fonction de décodage automatique. Cette fonction étant découpée en plusieurs sous-fonctions, il va nous falloir étudier les différentes complexités des sous-fonctions. Nous avons déjà étudié la complexité du calcul du maximum, la complexité du calcul de fréquence. Il ne nous reste donc plus qu'à calculer la complexité de la fonction de décalage. Cette fonction est assez simple à analyser, donc on va le faire tout de suite. Donc elle dépend de quel paramètre, la fonction décalage, elle prend en paramètre un caractère de destination et un texte. Donc nous allons paramétrer par n la taille du texte, et nous allons chercher la complexité de la fonction de décalage en fonction de la longueur du texte que cette fonction reçoit en entrée. Alors cette fonction, les 2 premières lignes sont des opérations élémentaires. La seule partie qui peut nous apporter un peu de complexité est la boucle for à l'intérieur. Cette boucle for va parcourir mon tableau de i égale 0 à la longueur du tableau résultat. Le tableau résultat, c'est un tableau qui va être de même taille que mon tableau de texte d'entrée, donc de taille n. Nous avons donc une boucle de n itérations. Et on répète n fois quelles opérations? On répète n fois des petites opérations qui consistent simplement à vérifier que la lettre i est bien dans l'alphabet et à faire un calcul de décalage et à ranger le résultat dans result de i, c'est-à-dire que toutes ces opérations, en pratique, sont des opérations élémentaires. Au final, la complexité de notre fonction de décalage est linéaire. Nous avons n fois un nombre d'opérations élémentaires plus un certain nombre d'opérations élémentaires, et l'on a déjà vu plusieurs fois que cela nous donnait de la complexité linéaire. La complexité maintenant de ma fonction générale de décodage automatique, il suffit d'additionner les différentes complexités des fonctions que l'on appelle. La fonction fréquence, donc déjà nous prenons en paramètre un texte de taille n. La fonction fréquence, nous avons vu, est linéaire en la taille du texte qu'elle reçoit en paramètre. Donc ici nous sommes linéaires en n, donc 1 crochet frec égale fréquence de texte, c'est un certain nombre de fois n. Maintenant nous allons calculer l'indice maximum de fréquence. Alors là il faut faire très attention, la fonction indice maximum est linéaire.
Donc ici, on pourrait se dire on est linéaire en n. Alors, cela ne changerait pas fondamentalement la complexité finale, mais ce serait un peu une erreur de donner une borne aussi large. En effet, ici, la fonction indice maximum n'est pas appliquée à mon texte, mais au tableau fréquence. Or, quelle est la taille de votre tableau fréquence ? Et la taille du tableau fréquence, je vous rappelle, c'est la fréquence d'apparition de chacune des lettres de l'alphabet, et donc il fait 26 cases. Donc indice maximum de fréquence, on peut dire que c'est une opération élémentaire, dans le sens où c'est 26 fois une opération élémentaire, ça ne dépend absolument pas de n. On va donc le ranger dans les constantes. Lorsque l'on dit que quand on est linéaire, c'est un certain nombre de fois n plus un certain nombre d'opérations élémentaires, et bien indice maximum sera mis dans les opérations élémentaires en supplément du terme linéaire. La deuxième partie consiste à calculer l'image de A, ce sont des opérations élémentaires, et à la fin, de calculer le décalage. Et la fonction décalage, nous venons de voir qu'elle est linéaire en la taille du texte. Donc au final, la complexité de mon décodage automatique, on a une fonction linéaire plus une fonction linéaire plus un terme constant. Nous avons donc une fonction linéaire plus un terme constant, c'est-à-dire une fonction linéaire en n. Voilà, nous avons enfin réalisé ce décodage. Reste maintenant à en faire des essais, bien évidemment. Et donc, pour ce faire, j'ai généré de manière aléatoire des textes de certaines tailles, une centaine de textes de taille 1000, une centaine de textes de taille 5000, 10 000, jusqu'à obtenir des grandes tailles. Et j'ai appelé ma fonction de décodage automatique sur ces textes générés aléatoirement. Et j'ai calculé le temps moyen d'exécution de ma fonction. Et donc, nous obtenons cette courbe donc de croissance linéaire. Alors en fait, ici, ce que vous voyez, c'est la courbe de temps d'exécution sur un texte donné, c'est-à-dire je génère un texte de taille 5000, un texte de taille 10 000, un texte de taille 100 000, un texte de taille 500 000. Et au lieu d'obtenir une belle droite, on s'aperçoit que l'on a différents pics sur cette courbe. Donc, on va essayer d'expliquer ces différents pics. Donc, le premier des pics est pour les petites valeurs. Alors, c'est surtout dû au problème d'initialisation de Java. Il y a différents facteurs qui sont liés à ce langage de programmation. En effet, Java ne compile pas immédiatement le code, il va compiler le code à la volée. Et donc, pour les petites valeurs, ce n'est pas sûr que votre code va être compilé. Donc, il y a des petits effets de bord, effectivement, sur les petites valeurs, ce qui explique ce premier pic. Les autres pics dans ces temps d'exécution, en fait, sont donnés par ce qu'on appelle le garbage collector, ou en français le ramasseur de miettes, ou le collecteur de miettes. Donc, qu'est-ce que le collecteur de miettes ? Eh bien, lorsque vous êtes en train de travailler sur des variables, sur des textes, sur des tableaux, quand vous êtes en train de travailler dans une fonction, que votre fonction crée un tableau et qu'à la fin de votre fonction, finalement, votre tableau ne vous sert plus à rien, alors, que devient ce tableau si vous ne le réutilisez jamais ? Ce tableau pourrait rester en mémoire, mais très vite, votre mémoire serait remplie. Donc, c'est un problème. Alors, Java possède ce ramasseur de miettes, à savoir, c'est un programme qui tourne en arrière-plan et qui va régulièrement vider la mémoire de toutes les variables inutiles auxquelles vous ne pouvez plus avoir accès. Donc le ramasseur de miettes, c'est effectivement le programme qui tourne en arrière-plan et qui va récupérer toutes les petites miettes, c'est-à-dire toutes les petites variables qui ont été créées en mémoire et qui ne servent plus. Or, vous n'êtes pas maître du déclenchement du ramasseur de miettes, il tourne de manière automatique en Java. Il y a une manière de l'appeler quand vous le voulez, mais la plupart du temps, vous laissez le ramasseur de miettes tourner tout seul. Sauf que quand ce ramasseur de miettes se déclenche, vous obtenez effectivement un certain ralentissement dans votre temps d'exécution, et c'est ce que je vois sur ma courbe. Donc si je veux éviter ce temps d'exécution, une autre solution consiste non pas à faire un seul essai, mais à en faire une centaine pour chaque taille. Et alors à ce moment-là, j'obtiens cette deuxième courbe qui représente exactement la même chose que la première, sauf qu'au lieu de donner un résultat d'exécution par taille, je donne la moyenne de 100 ou de 1000 résultats d'exécution par taille. Donc là, on voit qu'on a une croissance quasi linéaire, c'est-à-dire qu'on a quasiment une droite, et on a très peu de variations. Donc il est clair que le garbage collector, le ramasseur de miettes, ne s'exécute pas à chaque fois qu'on le lance. Par exemple, pour la valeur 480 000, on a l'impression que le ramasseur de miettes s'est déclenché. En fait, il s'est déclenché peut-être une fois sur les 100 ou 1000 fois où j'ai fait mon test. Ce qui explique qu'en moyenne, finalement, ce pic a complètement disparu. Car si on le divise par, s'il n'apparaît qu'une fois sur 1000, si on divise par 1000, il a complètement disparu en taille. Voilà. Donc, on vient de voir cette complexité linéaire.
Nous avons réalisé le décodage automatique et nous voyons que nous pouvons atteindre très largement des tailles d'1 million. En effet, on est linéaire dessus et donc c'est de l'ordre de la milliseconde que de décoder un texte de cette taille. En conclusion, nous venons de voir comment réaliser le décodage de César sur un texte qui avait été préalablement codé. Et ceci évidemment de manière complètement automatique en utilisant la méthode des fréquences. Plus précisément, nous avons surtout travaillé sur les tableaux et les chaînes de caractères, et au travers des différents exemples de procédures et d'algorithmes sur les tableaux, nous avons vu comment réaliser un programme, à savoir la partie de la modélisation des données, trouver l'algorithme, implémenter, calculer la complexité de la fonction que l'on a écrite, et de plus aussi prouver la correction de l'algorithme que l'on a produit. Les exemples étaient peut-être simples, mais nous avons pu voir comme ça de manière assez évidente la mise en œuvre de ces différentes étapes. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir un exemple un peu plus difficile, non pas sur la partie programmation, mais sur la partie analyse. En effet, nous allons reprendre notre calcul du maximum et le calcul du minimum, et je vous pose la question suivante à laquelle vous pouvez réfléchir en attendant de regarder la seconde vidéo. Imaginez que vous ayez à trouver le maximum et le minimum d'un tableau contenant des données et que le coût de comparaison de deux données soit très élevé. Vous voulez donc réaliser une fonction de calcul de minimum et de maximum qui minimise le nombre de comparaisons entre ces données. Le coût de l'affectation sera toujours le même, mais la comparaison va vous coûter cher. Alors une méthode naïve pour réaliser le calcul du maximum et du minimum serait d'appeler le maximum la fonction minimum, et de renvoyer vos deux données. Combien cela ferait de comparaisons? Eh bien, n comparaisons pour trouver le minimum, n pour trouver le maximum, soit 2n comparaisons. Cherchez et regardez la vidéo suivante lorsque vous croyez avoir trouvé la solution.